Bonsoir. Après la disparition et sans doute le meurtre de Laetitia dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées à Pornic, nous avons décidé avec nos partenaires du Point et de RMC de vous proposer une émission sur la justice. La justice en question, c'est le thème de l'émission de ce soir que je présente avec mon confrère du Point, François Mali. Bonsoir. Bonsoir. Et il y aura tout à l'heure évidemment Christophe Jacobizine de RMC. Et sur le plateau avec nous, Patrick Devedjian, député UMP, André Valigny, député socialiste. Nous aurons également des magistrats et ainsi que des représentants d'associations de victimes. Il y a Pauline Revenat, la spécialiste de la justice ici à BFM TV, qui est allée rencontrer précisément une victime. C'est la première séquence de cette émission, la justice et les victimes. Nous allons voir le reportage de Pauline Revenat tout de suite. 2003, Nicolas Sarkozy est confronté à l'affaire Jean-Luc Blanche, violeur récidiviste sous contrôle judiciaire. Le ministre de l'Intérieur annonce alors la création d'un fichier des délinquants sexuels. J'avais raison de proposer que plus un seul violeur ne sorte de prison sans être obligé de pointer au commissariat. Juin 2005, c'est la mort de la joggeuse Nelly Crémel qui relance le débat. Oui, alors il y a une erreur de lancement de ce sujet, je suis absolument désolé. Donc nous allons découvrir maintenant, je l'espère, le reportage de Pauline Revenat avec une des victimes d'un récidiviste. Son parcours, elle le décrit comme un cas d'école, celui des ratés de la justice. Violée à 13 ans, Morgane Vallée voit son agresseur condamné à 11 ans de prison. À 2 reprises, il bénéficie de libération conditionnelle et retourne finalement vivre à 50 mètres de chez elle, malgré l'interdiction de la justice. Comme on m'a si gentiment dit, tout ce qu'il peut faire, où il habite ou n'importe laquelle de ses activités, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes affaires et je n'ai pas à m'en occuper. C'est insupportable, c'est inadmissible et puis c'est absurde quoi. J'ai le droit de savoir ce que fait mon bourreau, où il vit et si j'ai à craindre ou pas pour moi ou ma famille. À plusieurs reprises, Morgane et ses parents alertent les pouvoirs publics en vain. En 2009, exactement au même endroit, son agresseur croise le chemin de Marie-Christine Odo. Alors qu'elle faisait son jogging, elle n'y survivra pas. Je l'ai dit et redit que j'étais pas la première, que je serais pas la dernière. On m'a pas écoutée. Je sais pas si on a mis ça sous le crédit du fait que j'étais jeune, mais toujours est-il que là, il a recommencé, puis cette fois-ci, il a tué. Peut-être que si j'avais continué à insister, on l'aurait fait partir ailleurs. Alors certes, Marie-Christine Odo ne serait pas morte, mais ça aurait été quelqu'un d'autre dans l'endroit où il aurait déménagé. Alors que faire? Surveiller, punir, empiler les lois? Morgane plaide pour un suivi très strict de ces criminels, à condition d'en avoir les moyens humains et financiers. Les peines devraient être appliquées jusqu'au bout. Et une fois qu'ils sont dehors, ne pas les reconsidérer comme des citoyens normaux et innocents. Ça reste des chasseurs, des bêtes tapis dans l'ombre qui sont prêts à surgir, quoi. Il faut les surveiller toute leur vie, ces gens-là. Étudiante en pharmacie, cette jeune femme veut aller de l'avant, construire son avenir, se rendre utile. Ne pas vivre comme une victime avec le poids du passé, ce serait, dit-elle, faire trop d'honneur à son agresseur. Pauline. Alors moi j'ai une question très simple, j'ai rencontré donc cette jeune femme qui aujourd'hui a 23 ans, elle a été donc victime de viol il y a 10 ans et à l'époque quand elle a découvert que son agresseur après une libération conditionnelle était revenu vivre à 50 mètres de chez elle, elle a prévenu les pouvoirs publics et la réponse ça a été « ça ne vous regarde pas, vous n'avez pas le droit de savoir ce qu'est devenu votre agresseur ». Est-ce que vous comprenez cette interdiction? Est-ce que vous comprenez également sa colère à elle? Patrick Devedjian. Je comprends son émotion, sa colère, son désespoir même, et son inquiétude aussi. Cela dit, c'est très difficile aussi de vouloir associer les victimes au suivi de ce qui se passe après la condamnation. C'est l'affaire de la justice, d'abord. Et peut-être, de ce point de vue-là, il y a une défaillance dans le suivi. Mais associer la victime ensuite au suivi, c'est une difficulté quand même. André Valigny. Paradoxalement, je vais un peu plus loin que Patrick Devedjian. J'ai les mêmes réticences que lui. Et en même temps, je pense que les victimes ne sont pas assez associées à ce que deviennent les criminels ou délinquants dont elles ont été victimes. Je pense en tout cas que dans ce cas d'espèce, on n'aurait pas dû permettre à ce délinquant ou à ce criminel sexuel de venir habiter aussi près de l'une de ses ex-victimes.
Là, il y a une défaillance de la justice, c'est évident. Et c'est vrai que les moyens existent, il y a beaucoup de moyens, on va en parler tout au long de l'émission, bien sûr. mais il faut des moyens budgétaires, financiers, humains. Ça, on va parler de tout ça. Alors une autre piste que me soufflait en fait cette jeune femme me disait, aux États-Unis, il existe un fichier accessible d'un seul clic par Internet à tous les citoyens pour savoir où habitent les criminels sexuels, quel a été le crime pour lequel ils ont été condamnés. Est-ce que ça, c'est une piste envisageable ou éminemment dangereuse ? Non, mais je pense que c'est à l'administration de la justice. À l'administration pénitentiaire. Pas pénitentiaire, là on n'est plus dans l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire au suivi des personnes condamnées, de faire ce travail pour lequel effectivement on manque de moyens, ça de manière considérable. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un manque de moyens. De ce point de vue-là, que ce soit au citoyen lui-même, enfin, ce qu'on craint beaucoup en France, c'est toujours la vengeance privée. Hein. La justice a pour vocation de faire une médiation entre le délinquant et la victime. Mais encore faut-il que l'appareil de la justice fasse son travail. Non, sur le système américain, j'y suis très défavorable. On va créer une psychose collective épouvantable. Chacun va fantasmer, des rumeurs vont courir. Moi, je ne suis pas du tout pour l'application de ce système américain. C'est à la justice, comme le dit Patrick Devedjian, de faire en sorte que les choses se passent bien. Et il ne faut pas que tout le monde sache où habite tel ou tel délinquant. Ce n'est pas possible. Et puis, chaque délinquant, et même chaque criminel, une fois qu'il a purgé sa peine de prison, a un droit à l'oubli et à la réinsertion. Et à changer de vie. Alors, merci Pauline. On va regarder effectivement ce qui s'est produit dans le domaine de la récidive depuis que Nicolas Sarkozy est revenu aux affaires, tout d'abord comme ministre de l'Intérieur et puis depuis 2007 comme président de la République. Jérémy Brossard nous raconte ça. 2003, Nicolas Sarkozy est confronté à l'affaire Jean-Luc Blanche, violeur récidiviste sous contrôle judiciaire. Le ministre de l'Intérieur annonce alors la création d'un fichier des délinquants sexuels. J'avais raison de proposer que plus un seul violeur ne sorte de prison sans être obligé de pointer au commissariat. Juin 2005, c'est la mort de la joggeuse Nelly Crémel qui relance le débat. Tuée par un récidiviste déjà condamné à perpétuité, Nicolas Sarkozy attaque alors le juge qui, dit-il, doit payer pour sa faute. Une nouvelle loi est en préparation. La multirécidive doit être punie de manière différente et plus sévère que la récidive. 2007, à peine élu à l'Élysée, Nicolas Sarkozy instaure les peines planchées et l'obligation de soins. Quelques jours plus tard, il promet des hôpitaux fermés pour certains délinquants. Des annonces qui font suite à l'affaire Francis Évrard, reconnu coupable du viol du petit Ennis, 5 ans. Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans cet hôpital fermé. Le temps où on estimera qu'ils sont dangereux. 6 mois plus tard est publiée la loi relative à la rétention de sûreté, permettant de surveiller certains types de délinquants après leur peine. Nicolas Sarkozy qui demande au gouvernement d'aller encore plus loin en octobre 2009, après le meurtre par un délinquant sexuel récidiviste de la joggeuse Marie-Christine Odo. La notion de castration chimique entre dans les textes. À ce jour, les décrets d'application de cette nouvelle loi n'ont toujours pas été publiés au journal officiel. Bonsoir Marie-Ange Le Boulaire, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes la présidente de l'Association nationale pour la reconnaissance des victimes. Et mon confrère du Point, François Mali, il y a une question à vous poser. Madame Le Boulaire, vous croyez à toutes ces mesures annoncées par le président Sarkozy ou vous pensez simplement que ce sont plutôt des effets d'annonce sous la pression de l'actualité? Alors je ne vais pas porter de jugement sur les effets d'annonce ou pas. Ça, c'est pas tellement mon propos ni mon problème. Moi, ce que je voudrais vraiment mettre un point d'honneur, c'est de dire, voilà, il faut reconnaître le statut de victime. Donc là, évidemment, on parle souvent des victimes qui, malheureusement, ne sont plus là, mais il faut aussi continuer à penser à celles qui ont subi la récidive des viols, par exemple, et qui sont encore là. Et ce statut est très important pour une victime parce que c'est la seule façon pour elle de pouvoir un jour se dire, ça y est, on m'a reconnue en tant que victime, et aujourd'hui, je considère que je ne suis plus une victime et que j'ai le droit à me réinsérer dans la société et que j'ai le droit à nouveau à être heureuse. Donc, effet d'annonce ou pas, moi ça m'est égal. Ce que je veux réellement faire passer comme message, c'est reconnaissons vraiment ce statut aux victimes d'une façon ou d'une autre. Mais qu'est-ce que ça vous apporterait concrètement? Moralement, on peut le comprendre, mais concrètement, ça se traduirait par quelle mesure, ce statut de victime? Le statut de victime, c'est de se reconnaître en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la justice. Moi, je ne suis pas à dire qu'il faut absolument qu'il y ait un procès, qu'il y ait un jugé coupable, reconnu victime, mais que d'une façon ou d'une autre, la victime ait ce statut, ce qui veut dire que ce statut lui donne la capacité de demander de l'aide
et qu'on lui fournisse l'aide, que la société lui fournisse de l'aide, qu'elle soit policière, judiciaire, sociale, familiale. Il faut arrêter de diviser la victime en plein de petits bouts. La victime, elle est globale. Donc il faut la prendre dans sa globalité, dans ce qu'elle a besoin pour arriver à s'en sortir. On parle de la réinsertion des auteurs. Bien sûr que c'est important. Maintenant, parlons quand même de la réinsertion des victimes. Je précise quand même, parce que je ne l'ai pas dit au début, que vous-même, vous avez été victime d'un violeur récidiviste, mais n'avez pas voulu parler précisément de votre affaire. Sur le statut de victime, messieurs, Patrick Devedjian, je me demande si toutes les victimes ont envie de garder ce statut toute leur vie. Non, mais c'est ce que je viens de dire, justement. L'idée d'avoir ce statut, c'est un jour pouvoir le quitter et se dire « je ne suis plus une victime ». Mais alors à quel moment elle va le quitter? Parce qu'elle a ce statut pendant le procès, pendant toute la phase judiciaire. Non, il ne faut pas parler du procès. Non, là, je suis désolée. Mais c'est au-delà que vous le demandez. Non, tout le monde ne va pas au procès. Regardez, il y a des victimes, par exemple, sur les violences faites aux femmes, qui ne vont pas forcément déposer plainte. Donc, elles ne rentrent pas dans un parcours judiciaire. Pourtant, comment voulez-vous lui conférer le statut de victime s'il n'y a pas de procès? Mais parce qu'une victime, si elle a besoin de se reconnaître en elle-même victime, ça peut être à travers l'aide qu'elle peut avoir dans une association, ça peut être à travers une psychothérapie, ça peut être évidemment à travers un policier qui prend sa demande, qui prend son PV. Moi, je vais vous parler, alors on a dit que j'étais pas là pour parler de moi, mais moi je vais vous parler de mon cas précis. Le jour où je me suis sentie plus victime, c'est que une profiler belge m'a regardée, elle m'a dit « Marie-Ange, tu as été victime au moment où c'est arrivé. Pendant les 20 minutes de ton viol, tu as été victime. Tu es restée victime pendant 8 ans, parce que tu avais besoin de ce temps-là pour se reconstruire. Aujourd'hui, tu n'es plus une victime. Donc arrête d'agir comme une victime et vis ta vie au-delà de ce statut de victime. » Oui, mais juridiquement, ça veut dire quoi dans votre esprit, un statut de victime? Parce que vous êtes partie civile au procès, oui, non, parce que vous voyez le statut de victime, vous voyez le statut de victime uniquement de façon judiciaire. Oui, mais moi, je suis plus large vous le voyez que ça. Comment, alors? La reconnaissance, ça peut dire de l'aide, c'est-à-dire qu'une femme qui même ne dépose pas plainte a le droit quand même, a le droit quand même à ce qu'un jour, la société lui propose de pouvoir partir de son domicile conjugal parce qu'elle risque sa vie, donc lui trouve de l'aide, qu'elle puisse aller habiter quelque part, qu'elle puisse suivre une psychothérapie, qu'on puisse la réinsérer dans la société en l'aidant à trouver du travail. On sait bien que le procès, évidemment, c'est le but ultime et que quand on a ce procès, c'est plus facile. Pendant très longtemps dans sa situation de victime. Pourquoi voulez-vous la stigmatiser? C'est vous qui la stigmatisez. Mais c'est à elle de prendre son propre cas et de se dire, à partir de maintenant, qui prendrait en charge concrètement la victime? Oui, mais tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a un rôle à jouer. Pour arriver à se reconstruire, le premier policier qui prend la plainte, il a un rôle fondamental à jouer. Moi, je forme la police judiciaire sur l'accueil des femmes victimes de viol. Vous avez raison. Et il a un rôle fondamental parce que même si ça ne continue pas, ce policier, s'il n'a pas mis la parole en doute, s'il a écouté la personne, s'il l'a considérée comme une victime à ce moment-là, elle a déjà ce statut et elle se dit, d'accord, quelqu'un m'a cru, la société m'a reconnue d'une certaine façon en tant que victime. C'est pas pour ça qu'elle a besoin d'aller forcément jusqu'au procès. Mais alors après la phase judiciaire, ce serait une sorte de statut social, une protection sociale qui permettrait à la victime de bénéficier d'assistance psychologique en matière de logement aussi. C'est bien avant même le parcours judiciaire. Une victime, il faut la prendre en considération à partir du moment où elle a déposé plainte. Elle dépose plainte, ou même avant. C'est le début du ou même avant, si quelqu'un lui dit, voilà. Elle ne va pas forcément déposer plainte. On sait très bien que les violences faites aux femmes, c'est extrêmement compliqué d'aller déposer plainte. On ne peut pas être victime si soi-même on ne fait pas la démarche d'aller voir la police. Oui, mais c'est parce que vous ne connaissez pas forcément le sujet sur les violences faites aux femmes. Mais il est évident qu'aller déposer plainte contre son concubin, oui, c'est difficile. C'est très difficile parce que l'idée, ce n'est pas qu'il aille forcément en prison, c'est que ça s'arrête. C'est ça qu'elles veulent. Voilà. Je vais vous donner un Donc exemple. on ne va pas forcément toujours déposer plainte. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, j'ai été maire de ma petite ville natale et j'ai créé 2 logements de secours pour les femmes battues. Qui n'allaient pas déposer plainte, qui n'y sont peut-être jamais allés, mais qui venaient à la mairie, même en pleine nuit, et qui pouvaient avoir accès. Ça correspond à ce que vous souhaiteriez? Bien sûr. Pour autant, moi aussi j'ai fait ça comme maire, vous voyez. Vous êtes non, mais pas du tout, parce qu'on est sensible à la détresse. Les maires rencontrent leurs administrés dans leur permanence, et quand une femme vient vous expliquer qu'elle est battue, vous ne pouvez pas dire on verra plus tard. Je suis maire adjointe dans ma commune, donc je connais le problème très bien. Vous voyez bien. Ça, je comprends très bien, mais elle n'a pas le statut de victime pour autant. Parce que ce statut, pour vous, vous l'entendez uniquement d'une façon policière. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment ce statut de victime, on comprend très bien que la personne concernée le vit très intensément. En revanche, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment il se déclare pour que quelqu'un vienne auprès de cette personne.
Ça peut être un voisin qui entend des bruits parce qu'une femme, malheureusement, subit des violences conjugales. Un service spécifique dans une mairie, par exemple, pour alerter les pouvoirs publics? Il faut en effet qu'au niveau territorial des élus, dans les mairies, il y ait des vrais réseaux qui se créent. Aujourd'hui, il n'y a pas partout. Il y a certains endroits, comme des villes comme Lille, qui ont vraiment fait un travail dessus, mais il y a très peu en fait de réseaux qui se sont créés. Et il faut créer ces réseaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois les associations d'aide aux victimes, les assistants sociaux, la police, le parquet, que tout le monde crée un vrai réseau, y compris avec les médecins, parce qu'aujourd'hui, les médecins, ils ont très très peur des victimes. Parce que si une femme dit, voilà, j'ai été victime de ça, en général, elle ne le dit pas. Mais si le médecin le découvre, il ne sait pas quoi faire de cette personne. Donc finalement, tout ça existe, mais tout ça devrait être mis en réseau. Voilà, il faut connecter tout ce qui existe. Il faut vraiment coordonner absolument toute l'aide. Bon, merci de votre témoignage et de votre action. En même temps, je voudrais simplement demander aux deux députés, voilà, quel enseignement ils tirent de ce qu'ils viennent d'entendre, parce qu'on a l'impression là qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'il n'y a pas d'accroche. Vous avez donné le sentiment, vous, de considérer que ça existe déjà, que finalement... Je vais vous dire, moi, une chose me frappe, cette demande qui est assez... un peu, pas encore assez structurée, si vous me le permettez. Je la comprends très bien, en même temps, parce qu'elle correspond à une carence de la société. C'est-à-dire que la société ne donne pas le sentiment aux victimes, même celles qui se déclarent victimes, de les prendre réellement en charge. Et d'une certaine manière, j'ai un peu le sentiment que ça naît sans doute de ce que les gens considèrent comme une insuffisance du parquet. Au niveau des poursuites, et de la prise en charge de la victime au moment où l'acte est arrivé, les gens ont beaucoup de mal à sentir. Cela dit, ça s'est amélioré. Mais comment on pourrait améliorer ça? Par exemple, dans les commissariats, il y a maintenant, depuis pas très longtemps, mais il y a un correspondant, psychologue, un référent victime, et qui est formé à l'accueil de la victime. Mais ça n'est pas encore le cas partout, naturellement, mais c'est déjà un début. Dans les tribunaux aussi, beaucoup de choses existent. Je crois qu'il faut les mettre en relation. Je crois que les gens ne se parlent pas assez d'un service à l'autre, d'une administration à l'autre. Elisabeth Guigou avait commencé dans sa loi présomption d'innocence et protection des victimes. Rachida Dati a aussi fait avancer le droit des victimes. Donc des choses ont bougé, des choses avancent, mais tout ça reste un peu encore trop abstrait, voire théorique, et par manque de moyens, mais aussi par manque de contact, de coordination et de connexion entre tout ce qui existe. Même entre les ministères d'ailleurs. Merci beaucoup pour... Je voudrais juste rajouter, puisque je suis là pour les victimes, que donc le 22 février, c'est la Journée européenne des victimes, qui existe depuis 20 ans, mais jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Donc nous avons décidé de faire une grande manifestation qui a lieu donc au Trocadéro. 24 associations présentes pour pouvoir répondre aux gens, 4 ministères, le fonds de garantie, tout le monde sera là. Donc s'il y a besoin d'aide, de soutien, et bien sûr, je vous invite tous les deux à venir à 13h faire le lâcher de ballon symbolique. Voilà, très bien. Mais en tout cas, ce qui me frappe également, c'est de voir que sur ce sujet, il n'y a pas de divergence entre la gauche et la droite et qu'il y a peut-être un travail parlementaire en commun à envisager. Merci beaucoup Marie-Ange Boulère d'être venue sur ce plateau. On va parler maintenant de l'application des peines.